professeur Frédéric Penn et le professeur Emmanuel Canet vous proposent cet enseignement sur la neutropénie fébrile. Voici les liens d'intérêt que nous avons à déclarer. Voici les objectifs pédagogiques, les connaissances de rang A et de rang B qui seront abordées au cours de cette présentation. Et voici le plan qui sera suivi dans cette présentation. Tout d'abord, les définitions. La neutropénie fébrile est définie par une fièvre en contexte de neutropénie avec un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 par millimètre cube, ou bien un taux de leucocytes inférieur à 1000 lorsque la fraction de polynucléaire neutrophile n'est pas comptabilisée, ou bien encore une neutropénie attendue comme telle dans les 72 heures. Les causes sont liées à un défaut de production médulaire, après chimiothérapie ou radiothérapie, sur une agranulocytose iatrogène, sur une infiltration médulaire par des maladies malignes, et on rapproche de cette entité la neutropénie fonctionnelle dans laquelle les polynucléaires neutrophiles sont en nombre normal, mais avec des anomalies fonctionnelles. Le diagnostic différentiel est la neutropénie septique dans laquelle la neutropénie est secondaire au sepsis et pas à l'origine. La notion la plus importante de ce topo est probablement de considérer qu'il s'agit d'une urgence infectieuse avec un risque d'évolution rapide vers un choc septique. Depuis plus de 50 ans maintenant, il est parfaitement établi que la profondeur et la durée de la neutropénie sont des facteurs déterminants de risque d'infection. On distingue ainsi les neutropénies courtes de moins de 7 jours des neutropénies longues de plus de 7 jours, ces dernières étant profondes avec moins de 100 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube, liées à des inductions ou des consolidations de leucémie aiguë ou à des greffes de cellules souches hématopoïétiques avec une toxicité muqueuse de la chimiothérapie qui est souvent sévère. A l'inverse, dans les neutropénies courtes, qui sont essentiellement liées au traitement des tumeurs solides et des hémopathies lymphoïdes, la profondeur de la neutropénie est variable. Au cours de la première semaine de neutropénie, le risque majeur est bactérien, lié à des infections à Coxiella gram positif et à des infections à Bacille gram négatif, Enterobactéries ou Pseudomonas aeruginosa. Lorsque l'aplasie se prolonge au-delà d'une semaine, persiste un risque bactérien avec des bactéries potentiellement résistantes à l'antibiothérapie initiale et apparaît à ce moment-là un risque fongique avec des candidoses invasives et des aspergilloses invasives. Deuxième point, la documentation microbiologique des épisodes infectieux. La documentation de l'épisode infectieux dépend grandement de la sévérité de la présentation clinique. Dans les neutropénies fébriles non compliquées chez des patients stables, il y a une documentation clinique dans 30% des cas, une documentation microbiologique dans 30% des cas au maximum, essentiellement sous la forme de bactériémie avec une prédominance de Coxiella gram positif. Lors du sepsis neutropénique, chez des patients donc avec des défaillances d'organes débutantes ou avérées, le taux de documentation clinique grimpe à 85% avec une prédominance d'atteinte pulmonaire et le taux de documentation microbiologique grimpe à 55% avec une prédominance de bacilles à gram négatif. Troisième point, la démarche diagnostique. Il existe 5 principaux sites infectieux à rechercher systématiquement chez le patient neutropénique en gardant à l'esprit que la symptomatologie clinique, voire radiologique, peut être frustre chez ces patients chez qui la réaction inflammatoire est atténuée. Premier site à évoquer systématiquement, le poumon, également la présence des voies veineuses, la présence d'une mucite, la présence d'une entérite et ou d'une colite liée à la toxicité de la chimiothérapie et la présence d'une infection des tissus mous, notamment au niveau périnéal. Les examens complémentaires comportent un bilan biologique qui a pour but de vérifier la neutropénie, de vérifier la présence de cytopénie associée et éventuellement la présence de défaillance d'organes, et un bilan infectieux avec notamment des hémocultures différentielles sur cathéter ou porte-à-4 couplés à des hémocultures périphériques et une radiographie thoracique néanmoins peu sensible chez le patient neutropénique. En fonction de l'orientation clinique, pourront être indiqués des examens d'imagerie complémentaires, notamment un scanner thoracique ou un scanner abdominopelvien.
Voici un exemple de scanner abdominal injecté chez un patient neutropénique porteur d'un syndrome abdominal aigu. Il existe un épaississement pariétal diffus de l'intestin grêle avec la présence d'un œdème sous-muqueux qui témoigne d'une entérite. Il existe également un épaississement localisé du cécum qui témoigne d'une colite localisée. Ce tableau radiologique témoigne d'une entérocolite du patient neutropénique. Quatrième point, la prise en charge thérapeutique. Le choix des anti-infectieux est lié à la sévérité de la présentation clinique, à la source présumée de l'infection et notamment la présence d'une mucite sévère ou d'une voie veineuse et également de facteurs de risque d'infection à bactéries potentiellement résistantes. Une règle incontournable dans ce contexte est de toujours prendre en compte dans l'antibiothérapie initiale les bacilles à gram négatifs, les entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa. La stratégie d'utilisation des anti-infectieux dans ce contexte dépend de la présentation clinique. Chez les patients stables est recommandée une stratégie progressive basée sur une bêta-lactamine à large spectre avec éventuellement adjonction d'un glycopeptide au bout de 72 à 96 heures en cas de fièvre persistante non documentée et lorsque l'aplasie se prolonge avec apparition d'un risque fongique, l'adjonction d'un traitement antifongique empirique. Chez les patients porteurs de sepsis, est proposée une stratégie maximaliste d'emblée avec toujours une bêta-lactamine à large spectre à laquelle pourront s'ajouter un aminoside, un glycopeptide ou un antifongique en fonction du contexte. Néanmoins, quelle que soit la stratégie initiale, il conviendra de la reconsidérer après documentation microbiologique et d'évaluer les possibilités de désescalade du traitement anti-infectieux. Voici la stratégie de prise en charge en fonction de la durée attendue de la neutropénie. Quelle que soit la durée attendue de la neutropénie, la présence de critères de gravité indique une prise en charge en réanimation ou en unité de surveillance continue et l'initiation en urgence d'un traitement anti-infectieux à visée maximaliste qui comportera une bêta-lactamine à large spectre à laquelle pourront s'ajouter éventuellement en fonction du contexte un aminoside, un glycopeptide et ou un antifongique. Chez les patients avec une neutropénie courte sans critères de gravité, doit se poser la question d'une prise en charge à domicile si tous les critères mentionnés sur cette diapositive sont présents. Dans ce cas, on pourra recommander une antibiothérapie orale associant de l'amoxicilline acide clavulanique et de la ciprofloxacine. Dans toutes les autres situations, on proposera une hospitalisation en secteur conventionnel avec initiation d'une antibiothérapie par bêta-lactamine à large spectre par voie intraveineuse. Le second volet du traitement anti-infectieux concerne le contrôle de la source. Dans l'entérocolite neutropénique, le traitement est avant tout conservateur avec une mise au repos du tube digestif et la mise en route d'une nutrition parentérale. Il existe des indications chirurgicales, mais seulement en cas de complications. Dans l'infection extensive des tissus mous, le traitement chirurgical consiste en un débridement urgent. Il est important de noter que ni la neutropénie ni la thrombopénie ne sont des contre-indications à la chirurgie, même si la thrombopénie nécessitera évidemment un support transfusionnel pour assurer la sécurité de la procédure. Enfin, dans les infections suspectées des voies veineuses, il conviendra de les ablater et de les mettre en culture. Cinquième partie, la prévention des infections dans cette population à risque avec les prophylaxies médicamenteuses et la maîtrise de l'environnement. Les prophylaxies médicamenteuses sont indiquées chez des patients avec un risque infectieux considéré comme élevé, c'est-à-dire un risque bactérien supérieur à 20% et un risque fongique supérieur à 5%. Les moyens médicamenteux dans ce contexte sont les antibiotiques, et notamment les fluoroquinolones, les antifongiques, et notamment le posaconazole, les antiviraux et éventuellement les facteurs de croissance granulocytaire. La maîtrise de l'environnement est un élément important. Ces patients doivent être isolés en chambre seule
idéalement dans un secteur avec traitement d'air par filtration et renouvellement. L'entretien des locaux passe par des techniques de balayage humide et il conviendra de prévenir autant que possible l'introduction d'objets extérieurs. Le contrôle de l'eau fait appel à la filtration des points d'eau et l'ingestion d'eau embouteillée. L'isolement de contact peut être résumé à la nécessité d'un masque chirurgical, notamment en cas de symptômes respiratoires chez les soignants et les visiteurs et en période épidémique virale, avec adjonction potentielle d'une surblouse ou d'un tablier chez les patients à haut risque avec neutropénie profonde et prolongée. Enfin, les règles alimentaires sont des règles de bon sens en interdisant les aliments susceptibles de véhiculer des pathogènes comme les fromages au lait cru, les viandes et poissons crus, les œufs non cuits, les fruits non lavés et les sachets de thé et les poivres et épices qui sont susceptibles d'être contaminés par de l'aspergillus. Voici les messages pédagogiques que nous souhaitons vous laisser à l'issue de cette présentation. Il s'agit donc d'une urgence infectieuse, même en cas de fièvre bien tolérée. Les présentations cliniques et radiologiques peuvent être trompeuses chez ces patients. Cette situation indique une antibiothérapie urgente et elle comporte des spécificités médicales et organisationnelles afin de savoir évaluer la sévérité potentielle de ces patients à haut risque, de mettre en route les traitements anti-infectieux appropriés, de mettre en place des procédures d'isolement, et enfin un volet important concerne l'éducation des patients lorsqu'ils sont pris en charge à domicile, avec des recommandations de prise de température régulière et d'initiation d'une antibiothérapie empirique par voie orale en cas de syndrome infectieux. Merci.